Salut. 17h02, on est sur Radio Château. Il fait un temps un peu pourri là, mais c'est pas grave, c'est Pâques, tout le monde est content. Et puis de toute manière, il va falloir être content parce que ce soir, Manu il risque de nous plomber l'ambiance. Du coup, écoutez, accrochez-vous là. J'espère que vous allez bien. J'ai 1 milliard de trucs à vous dire. Je sais même pas par où commencer. Si, peut-être par une histoire de kebab, tiens. Alors, j'étais au téléphone dimanche, hier, avec un de nos entrepreneurs qui a une solution qui fournit aux commerçants et principalement aux restaurateurs pour vendre à emporter. Et puis avant, quand personne n'était confiné et quand tout le monde allait dans les restos et puis que c'était un peu la fête, les restaurateurs n'étaient pas très très enclins à utiliser une nouvelle solution, nouvelle techno et tout. Et puis là, avec le confinement, ils ont été un peu obligés. Alors, ils ont utilisé Clickit, qui est une solution de chez nous, qui permet de faire du takeaway, qui est hyper robuste, qui fonctionne bien. Et chez Clickit, ils ont un mec, il fait des kebabs, je vous jure, il a vendu pour 60 000 balles de kebabs en 3 semaines. 60 000 euros de kebabs en 3 semaines, record battu. Il a même un primeur en 1 semaine, il a vendu pour 11 000 balles de fruits et légumes, quoi. Je trouve ça dingue. Et bah tout ça, je trouve ça beau. C'est quand même les aspects positifs du confinement. Il y a des gens qui font du bise et qui le font bien. Du coup, si vous êtes restaurateur, si vous êtes primeur, si vous êtes fromager, allez sur Clickit. Vous avez qu'à set-up un compte. Si vous êtes boulanger, notre ami Louis Tortochaud là, de Dijon avec sa boulange, dit Louis, va sur Clickit, mets-nous un petit click and collect. Enfin, je sais que tu l'as déjà, mais bon, tu peux regarder sur Clickit, ça coûte rien. Et voilà, la solution est incroyable, ça m'a tué. Alors d'ailleurs, hier, c'était un peu la journée des entrepreneurs qui se posaient plein de questions. Donc j'ai fait quelques calls en fin d'après-midi et j'ai eu un entrepreneur notamment, et je vous avoue que ça m'a un petit peu inquiété, qui m'a dit, bon Jean, du coup on fait quoi? Alors je lui dis, mais c'est-à-dire on fait quoi? Je comprends pas. On est dimanche, ça fait 1 mois qu'on est confiné. Tu me dis on fait quoi? Mais t'as commencé à faire des trucs déjà. Il me dit, bah, tu sais, on a de l'argent en banque, on brûle, mais pas non plus des tonnes. Alors, pour vous donner quelques chiffres, il doit avoir 6-7 millions en banque, il brûle 300 000 euros par mois. Donc, ça lui laisse voir venir pour un peu plus de 20 mois, mais c'est pas non plus incroyable. Et, euh, et il me dit, bah non, je sais pas trop quoi faire, tu sais, nous on avait des embauches, on a continué à embaucher les gens, nos offres elles sont encore en ligne, on fait encore passer on fait encore passer des interviews, même si le business, c'est vrai, il est au ralenti, il va pas reprendre avant que le confinement s'arrête et que le business reprenne, quoi. Et en plus, on sait pas à quelle vitesse ça va reprendre. Et je lui dis, mais mon pauvre vieux, t'es encore dans le déni là, ça va pas. Il faut que tu peux pas juste avancer à vue et puis avancer en te disant ça va passer, ça va aller mieux là. Je veux dire, maintenant, ça fait 4 semaines, faut sortir de la période de déni, il faut accepter, il faut réagir, il faut être créatif, mais tu peux pas te permettre de rester comme ça. Alors, je vais vous rappeler un peu les quelques informations importantes qu'on a données à nos entrepreneurs, non pas pour y voir clair, parce que personne n'y voit clair et personne n'y verra clair jusqu'à ce qu'on sache quand le confinement s'arrête et à quel moment on va pouvoir reprendre une activité normale, mais pour au moins avoir un plan stratégique sur lequel on a un peu de clarté et au moins qui nous permettent de voir venir et d'être un petit peu proactif sur le sujet. C'est ce que j'appelle le plan 2021. Le plan 2021, c'est un plan qui consiste à savoir où vous voulez être en janvier 2021 d'une part, et qui vous consiste à dire il faut que j'ai du cash pour tenir jusqu'à fin 2021. Et qu'est-ce que ça veut dire le plan janvier 2021? C'est un plan qui consiste à dire combien il faut que j'ai de cash en banque en 2021, combien il faut que je fasse de chiffre d'affaires et combien il faut que je brûle par mois. Alors brûler, ce n'est pas les dépenses, hein, c'est vraiment la différence entre mon chiffre d'affaires et toutes mes dépenses. Donc c'est vraiment l'argent qui part net de mon compte en banque tous les mois. Et ce plan, il est important parce qu'il va vous permettre, en fait, pendant les semaines et les mois qui vont venir à partir d'aujourd'hui, de voir comment se comporte votre boîte et son évolution vis-à-vis du plan de janvier 2021 que vous avez fixé. Et ce plan 2021, il est super important parce qu'en janvier 2021, c'est là qu'ensuite se dessine l'année sur le reste pour jusqu'à décembre 2021. Donc,
vous mettez en place un plan qui consiste à dire il faut que j'ai du cash jusqu'à fin 2021. Ça peut être septembre, octobre, novembre, décembre, je ne sais pas, le plus loin, le mieux. Et le meilleur moyen de voir venir ce plan jusqu'à fin 2021, parce qu'il est très lointain, c'est de fixer un objectif chiffre d'affaires, cash en banque, burn mensuel en janvier 2021 et de suivre ce plan à la semaine, au mois, à partir de maintenant pour voir si on s'y rapproche. Voilà, important. Donc c'est le plan 2021. Il faut que toutes les startups en aient un. C'est obligatoire. C'est le seul moyen de naviguer à vue avec le cruise control malgré le fait qu'on est dans le brouillard. Voilà. Et alors ce même entrepreneur, c'est intéressant parce que lui, il est... alors on va en reparler parce que Coccinelle me demandait si on gérait les boîtes qui avaient des conflits d'intérêts potentiels dans notre portefeuille. Cet entrepreneur, il fait ce qu'on appelle de la vente bottom-up. Donc il s'attache principalement à aller chercher des clients qui sont des petits clients sur des paniers moyens qui sont... plutôt faible, moyen. Et à l'inverse, il a un compétiteur qui n'est pas un compétiteur, qui est sur un segment de marché différent, qui est sur un segment de clients différent sur le même marché, qui lui a plutôt une approche top-down en termes de taille de clients, qui va plutôt chercher des gros clients et qui après va redescendre. Et la différence entre les deux approches, c'est que l'approche bottom-up, c'est une approche qui consiste à avoir beaucoup de lead generation, de booker beaucoup de démos, de faire beaucoup de démos et de vendre comme ça avec beaucoup de comptes vendus par sales par mois. Ça peut être une approche d'ailleurs Doctolib, si vous voulez. Et l'approche top-down, c'est une approche beaucoup plus ce qu'on appelle managée, qui consiste à aller voir des comptes qui sont un peu plus gros et donc à vendre à ces comptes un peu plus gros. Et donc on fait moins de comptes par sales. Par contre, c'est des comptes dont les tailles sont plus importantes. Et il me disait, mais est-ce que tu crois que mon compétiteur, il peut à un moment donné décider de faire moins de managed account, de faire moins de top-down en termes de taille de clients et de redescendre sur une taille de petits clients pour venir me chatouiller là-dessus. Et ce que je lui disais, c'est que c'est quand même plus facile. Enfin, en fait, en gros, je veux pas caricaturer, mais top-down, vous êtes dans une Formule 1. Bottom-up, vous êtes dans une 2 chevaux. Le mec qui fait de la 2 chevaux, je veux dire, la Formule 1, il va un peu galérer à la conduire. Et le mec qui fait de la Formule 1, il n'a pas envie de se faire chier avec une 2 chevaux. Sauf si c'est vraiment un passionné de 2 chevaux. Et je ne veux pas me fâcher avec tous les passionnés de 2 chevaux qui nous écoutent. Mais voilà. Du coup, arrêtez de vous stresser quand vous êtes sur une stratégie bottom-up, de vous dire si le compétiteur qui est en face, qui lui avait une stratégie beaucoup plus grand compte, va venir descendre chez vous. Et si vous avez intérêt à venir le chatouiller, restez concentré sur ce que vous faites et faites-le bien. Évitez de courir 2 lièvres à la fois, surtout en sales. Déjà, courir un lièvre, c'est compliqué. Alors, si en plus vous en courez 2, on n'est pas arrivé. Alors, salut tout le monde. Salut AMN, salut Arthur, Mélissande, Joey, Alexis, salut Alex, Aurélie, Corentine Monet ou Corentin, je ne sais pas. Corentin et Monet ou Corentine Monet. Compliqué ça pour moi de savoir qui est qui. Yann Lopko, Pierco, Clément, JBC, Max, Basli, Aurélie, OSR, Alec, Alison, Icarius, Stan, Bastien, Maurice, Tudpis, Mathel, Basli, Olivier, Quabac, Martin, vous êtes nombreux. Salut à tous, je suis content de vous retrouver. Je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Alors comme dit Ekal, c'est vrai que j'ai une tendance à faire salut, tiloudidou, que c'est un peu mon tic de langage. En fait, c'est une manière pour moi de broder la conversation quand je ne sais pas quoi dire. Soit je fais des longues pauses, soit je fais des qui sont insupportables, que tout le monde déteste évidemment. Soit j'essaie de broder sur des mots en les allongeant le plus loin possible. Et voilà, et j'aime beaucoup dire voilà aussi. Coccinelle me demande comment je gère les conflits d'intérêts au sein de nos startups. Est-ce qu'on a déjà investi dans des boîtes concurrentes d'une participation ? Alors, Coccinelle, on a un petit piège à ce niveau-là, c'est qu'on a parfois des boîtes qui sont sur des secteurs similaires, ou sur le même secteur en fait, mais qui est un secteur énormissime, et donc qui vont avoir des approches différentes. C'est le cas, par exemple, entre Rizocar et Kiump. Je ne crois pas que ces 2 boîtes se marchent dessus, mais elles sont sur le même secteur, qui est le secteur du marché de la voiture d'occasion. Et la seule chose qui peut nous arriver, et puis on a aussi dans le marché des syndics de copropriété, Bellman d'un côté et Matera de l'autre. Alors la difficulté qu'on a avec les startups, c'est que d'abord tu as toujours une appréhension de l'entrepreneur qui était là le premier et qui fait un peu la gueule, et on ne peut pas lui en vouloir, hein. Franchement c'est totalement compréhensible de sa part.
Et d'autre part, tu as l'autre en face qui lui a envie de se faire financer, qui dit non, non, il n'y a pas eu tout de conflit d'intérêt. Il faut arrêter les conneries. Il peut y avoir un conflit d'intérêt à un moment donné. C'est possible à la condition qu'il y en a un qui fasse un virage 180 degrés sur sa stratégie, parce qu'on n'investit quand même pas dans des boîtes qui ont des stratégies similaires. Et donc typiquement, Rizocar et Kium, c'est deux approches totalement différentes. Et quant à Matera et Bellman, pour le moment, c'est des approches totalement différentes. Est-ce que Rizocar et Kium vont converger? Pas trop. Est-ce que Matera et Bellman ont des chances de converger? Probablement un tout petit peu plus, ne serait-ce parce que ce sont deux entreprises qui ont besoin de créer des outils software puissants pour pouvoir gérer les copros. Et donc, dès lors que tu bâtis des softwares puissants pour gérer les copros, en fait, tu bâtis un peu le même software. Donc après, c'est une question de distribution, de typologie de client, de comment tu distribues, etc. Ça nous est arrivé, ça nous arrive peu. En fait, on se rend compte quand même que, d'abord, il y a beaucoup de diversité dans le monde des startups. Et ensuite, notre job sur un marché donné, c'est d'aller chercher le numéro 1 ou de chercher la boîte dans laquelle on croit. Et c'est difficile de financer une boîte vraiment concurrente en direct. Si on a déjà financé quelqu'un sur le secteur, on va plutôt avoir tendance à s'accrocher à l'entrepreneur qu'on a financé, même si parfois on fait des bêtises et on ne finance pas les bons. Mais c'est le game. Alors, Louis Tortochot, on te salue. Chronoxys, Naos, FC Partner. Et on descend pour les premières questions. Alexia, Marion, Yoni, Marton, Benjamin. Hello tout le monde. Prochaine intro musicale. Benjamin aimerait un petit Cosmos. Il paraît qu'ils viennent de sortir leur EP, c'est de la bombe. Et écoute, tu sais quoi, balance-moi ça par email, sur Twitter, comme tu veux. Et je suis assez chaud pour vous mettre ça, un de ces quatre. Coccinelle, elle a décidé de poser plein de questions aujourd'hui et elle nous relance sur une petite question philosophique. Qu'est-ce que je gagne à faire ces lives? Est-ce que c'est bon pour le deal flow? Est-ce que c'est bon pour le awareness? Est-ce que c'est bon pour le personal branding? Ouh là là, c'est une bonne question. Alors, Coccinelle, je vais plutôt revenir en arrière sur... je reçois beaucoup d'informations tout le temps, tous les jours, des entrepreneurs qu'on croise dans le deal flow, dans le portfolio, des autres investisseurs, de plein de monde. Pendant longtemps, je me suis demandé comment est-ce qu'il fallait que je partage ce contenu. S'il fallait que je sois aussi actif sur Twitter que d'autres personnes qui sont très 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 actives et qui je trouve sont des machines à tweeter, moi c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je n'y arrive pas, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'écrire tranquillement, j'arrive pas à le faire. Quand j'ai des sujets qui sont qui sont de taille un peu significative, qui sont de la réflexion un peu plus profonde, généralement ça me travaille, et puis quand j'en ai marre que ça me travaille, j'écris un blog post. C'est pour ça que j'ai beaucoup de blog posts qui ont été écrits, je crois que je dois être à plus de 200. Mais j'ai aussi beaucoup de contenu ou des questions qu'on me pose tout le temps, dont je ne sais pas quoi faire, et notamment quand je suis avec des entrepreneurs du deal flow ou du portfolio, en téléphone, en call, en office hours. Et pendant un temps, j'avais sur Notion un espèce de log où je mettais en fait le type de personnes que j'avais en face de moi, le type de conseils, de questions, de demandes qu'il avait, comment est-ce que j'y avais répondu, etc. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait que je partage un espèce de fichier open sur tous ces conseils anonymisés. Et en fait, ça prend pas mal de temps. Et tous les process qui sont très organisés, qui demandent beaucoup de temps comme cela, c'est des process avec lesquels moi j'ai du mal à me discipliner. Je suis plutôt quelqu'un en réaction beaucoup plus qu'en proaction. Et tout process trop structuré qui vise à me contraindre, en fait, j'ai du mal à m'y astreindre. Et là, le live, j'ai trouvé que c'était un outil formidable. D'abord parce que comme c'est live, je veux dire, c'est sa nature. Donc tu te lances, tu y vas, boum, tu balances. Tu dis des conneries, c'est pas grave. Et puis quand t'en dis pas, tu les rediffuses aux gens. Et après, tu appuies sur un bouton, ça se diffuse en podcast. Les gens, ils peuvent partager. Et c'est cool. Et tous les contenus en plus que je partage, c'est facile, je les mets dans mon petit Google Keep. Après, je peux en faire des petites vignettes. Je vous les balance. Maintenant, j'ai créé. Donc, il y a Radio Château.live qui existe. Il y a le handle Radio Château sur Twitter et sur Instagram en fonction de ce que vous préférez pour me suivre. Et là-dessus, je vais à la fois publier l'annonce des invités. Je vais évidemment publier les épisodes. Et puis, je vais aussi publier le contenu que j'aurai partagé avec vous pendant ces lives. Et donc ces lives, ils me servent à partager avec vous d'abord répondre à vos questions, parce que ces lives, c'est sympa, c'est vivant. Je parle pas juste tout seul dans un micro avec aucune interaction en face, ce serait un peu
Honnêtement, je pense que ça serait assez intimidant et assez difficile. Et deuxièmement, ça me permet enfin de partager tout ce que en fait, je constate et tout ce dont je me nourris pendant la semaine. Et écoutez, là je suis confiné, il est 17h, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si ça durera, je ne sais pas si je serai consistant vis-à-vis de ça, si ce sera 3 fois par semaine, 5 fois par semaine, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Bon, plus, faudrait peut-être pas déconner quand même. Mais écoute, pour l'instant, je l'ai fait un peu comme ça en freestyle et on va voir comment ça tient. Je suis plutôt de l'école à lancer des choses et ensuite à itérer et à voir comment ça évolue et comment ça avance, plutôt qu'à réfléchir trop longtemps pour arriver avec un plan parfait. Moi, je suis définitivement un mec bordélique dans l'action plutôt que quelqu'un de très réfléchi qui va lancer l'initiative après avoir fait une matrice SWOT et avoir réfléchi pendant des semaines et des mois. Voilà. Et d'ailleurs, quand on est avec Jeanne et Alexis qui bossent avec moi et qu'on parle de nos sujets d'accompagnement portfolio, on voit les différentes approches. Alexis cherche à faire des choses simples et efficaces. Jeanne à bien réfléchir sur les contenus et moi à foncer comme un bourrin. Et tout l'exercice, c'est de trouver l'équilibre entre les trois pour faire un truc qui fonctionne. Voilà. Alors, Mike, hello les junkies du live, on attend notre dealer préféré. Ah, c'est sympa ça, mon vieux, elle est cool ta remarque. Quoi, Bac nous demande, on parle beaucoup de l'importance du sport en ce moment. Est-ce que tu penses que le marché du sport qu'est-ce que je pense du marché du sport en entreprise post-Covid? Écoute, Quabac, nous on est investisseur chez Gymlib qui fonctionne bien et qui justement fonctionne en entreprise. Je t'avoue que c'est un marché que je trouve difficile à appréhender. Il y a beaucoup de coachs personnels, individuels, pros, qui sont des indépendants, qui font du très bon boulot, qui ont bâti leur clientèle. Moi, je pense que le coach sportif, s'il fait très très bien son boulot, il est capable de se bâtir une clientèle qui le permet comme n'importe quel indépendant, et on peut parler du coiffeur, comme on peut parler du menuisier, arrivera à trouver sa clientèle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant tous ces artisans, c'est plutôt tous ceux qui empower ces artisans ou ces indépendants. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a un marché autour du coach sportif, mais autour de tous les indépendants de manière générale, pour leur offrir des outils qui leur permettent de bâtir leur clientèle, de la développer et de s'assurer un revenu conséquent en faisant le travail qu'ils aiment, sans passer trop de temps sur des outils compliqués. De la même manière que quand tu fais un podcast, moi je passe par Ocha, tu pourrais passer par d'autres choses. Et quand tu es un indépendant, comment est-ce que tu vas trouver tes clients? Nous, dans notre portefeuille, on a une boîte comme Star of Service et des boîtes comme ça qui fournissent des outils à des indépendants pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier. C'est essentiel. Voilà. Bonjour Jean, joyeux Spa. Combien doit-on prévoir de se payer dans son BP en tant que fondateur? Nous demande Clarisse Sonic. C'est une bonne question ça. Écoute, ça dépend toujours de la taille de ta boîte et d'où t'en es, et puis aussi de tes besoins perso. Tu vois, quand tu commences, que tu es jeune, que tu peux économiser de l'argent et que tu peux utiliser cet argent pour payer d'autres prestataires, d'autres employés, etc. Il faut être frugal au début, mais après, il y a une différence entre être frugal et être stupide. Si à un moment donné, tu ne te payes pas et que tu n'arrives même pas à vivre, si tu n'arrives pas à vivre, tu ne pourras pas faire tourner ta boîte correctement. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre ce qui te permet d'avoir de la sérénité en partant du principe que, évidemment, tu gères bien ton budget et ce qui est responsable avec ta boîte. Si tu es entrepreneur avec plusieurs enfants, c'est différent que si tu es entrepreneur jeune sans enfants. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu m'avais pas appelé. Ah, je t'ai pas appelé, il fallait que je te montre comment on fait, c'est ça? Oui. Ah oui, il fallait que je lui montre le setup de Storm à ma fille. Elle m'a demandé comment on fait pour setup de Storm. Je te montrerai quand ce sera fini tout à l'heure, tu veux? Je te montre comment on termine, comment on met la musique et tout. Ok? Voilà, c'est les aléas du live, mes amis. Donc voilà, écoute, paye-toi entre... j'ai pas de bons chiffres, tu sais, on a beaucoup d'entrepreneurs au moment du site Serie A qui vont se payer entre 45 et 60K en fonction de leurs besoins. Et puis à mesure qu'ils lèvent de l'argent, que les economics de leur boîte s'améliorent, ils vont se payer de plus en plus jusqu'à plus de 100 000 euros par an. Voilà, brut. Hello de LR, que penses-tu de Choco, boîte foodtech qui a levé 33 millions de dollars chez Bessemer en fin d'année? Écoute, cher anonyme, je ne sais pas de qui tu parles. Je t'avoue que j'ai pas du tout suivi cette boîte. Je ne sais pas ce qu'est Choco.
33 millions de dollars avec un nom comme ça, ça me paraît pas mal, dis donc. Il y a Yoni qui nous dit qu'il fait super beau à Paris. Écoute Yoni, tant mieux qu'il fasse super beau à Paris parce que nous à Châteauneuf-Grasse, les nuages descendent sur la vallée et ça s'annonce être une fin d'après-midi, au mieux avec du brouillard et au pire pluvieuse. Quabac, on parle beaucoup de l'importance du sport. Alors ça, je l'ai déjà répondu. Tu as posé 2 fois la question. Tu es un coquin, Quabac. Alison Grekin, que penses-tu des startups dans le fitness, yoga ou wellness qui veulent lever des fonds en ce moment? Écoute, de toute manière, le fitness, yoga, wellness, des boîtes, chez Kima, on en a vu énormément. On en voit toujours beaucoup. Ce qui nous intéresse quand on voit une boîte sur un marché et qu'on sait que le marché est assez important, et c'est le cas tu vois, sur fitness, yoga, wellness, c'est quelle est l'approche de l'entrepreneur sur ce marché, quel est son différenciant et qu'est-ce qui fait qu'à la fois il va arriver à scaler vite, à devenir gros assez vite et de manière défensive à prendre une place dont on pourra difficilement le déloger avec le temps, quoi. On a vu toutes ces plateformes qui mettaient en contact des individus avec des coachs. Mais le problème de ces plateformes-là, c'est que fondamentalement, le coach, une fois qu'il a sa clientèle, il peut bypasser la plateforme. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que les gens cherchent? Est-ce que la plateforme a vraiment un intérêt là-dedans? Au début, pour la mise en relation, oui. Pour gérer la relation contractuelle rapidement. Mais en réalité, cette plateforme, c'est un outil. C'est pas une marketplace. Et donc, rapidement, elle se fait dépasser par sa propre supply, par ses propres fournisseurs, qui sont les coachs qui vont trouver leur cible de clients et qui va se développer tout seul, quoi. Donc, la question, si tu fais une startup dans le fitness, yoga, wellness, c'est quelle est ton approche? Est-ce que tu peux grossir vite? Est-ce que tu peux est-ce que tu peux avoir une taille significative? Et quel est le différenciant qui fait que tu es plus fort que les autres et que tu vas te développer mieux que les autres? Voilà. Donc, c'est ça ma question pour toi, Alison. Icarius en direct de Shanghai, ça fait plaisir de t'avoir en live. Allez, on va te faire jurer cette fois-ci. Je crois que c'est déjà fait, mon vieux. Je crois que j'ai déjà dit au moins 1 ou 2 jurons depuis le début du live. On me le reproche, mais que voulez-vous? Ça tue personne, donc c'est pas grave. Alors, Cyril D, hello de LR, peux-tu redéfinir la narrative d'une consumer ou as-tu des tips pour déterminer la sienne? Merci. Cher Cyril, sur les histoires de narrative consumer, je ne vais pas répéter 1000 fois ce que j'ai dit à d'autres occasions, parce qu'il y en a d'autres qui malheureusement ont écouté et que je ne veux pas saouler une nouvelle fois avec ça. En plus, on va parler de tout ça avec Antoine Martin mercredi pendant le live à 17h. En revanche, ce que je te conseille de faire et ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur YouTube, de regarder ma conférence de la Product Conf sur les produits consumer. Je la reposterai sur Instagram et Twitter à l'occasion, mais je parle assez largement de ce que c'est le principe de narrative primitive enablers, qui est le framework que j'utilise pour regarder les produits consumer. Alors, de quoi parle-t-on? Icarus, on t'écoute depuis la Chine. Ici, c'est reparti. Le turfu, c'est maintenant. Écoute, Icarus, ça nous fait plaisir que tu nous dises que c'est reparti en Chine, parce que nous, en Europe, on a Manu ce soir qui nous apprête à nous balancer que au niveau des masques, ça part en sucette, que au niveau des tests, ils sont pas calés, et que globalement, le confinement, s'ils avaient été comme les Allemands, ils auraient pu nous torcher ça en 15 jours, et que là, on va se retrouver collés encore pendant 1 mois. Donc voilà, heureusement qu'il y en a qui nous disent que ça repart ailleurs. Au moins, ça va vous donner un peu de baume au cœur et un peu d'espoir pour la suite. Youssef, j'ai eu une idée vraiment pas mal, mais je n'avais pas prévu d'entreprendre. Que ferais-tu à ma place? Ouh là là, mon cher Youssef, tu t'en poses des questions. Écoute, d'abord, une idée, ça vaut rien. Vraiment pas mal. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais si j'étais toi, lance-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis tu verras bien. Le truc, c'est que garde juste en tête qu'une idée vraiment pas mal, il y a probablement 1000 personnes qui ont eu la même idée vraiment pas mal, et donc ça suffit pas. Ce qui compte dans l'entrepreneuriat, c'est l'exécution. Les choses ont été faites et seront faites 1000 fois. Le time to market est important, évidemment. Et puis après, le plan, il s'adapte. Alors d'ailleurs, en parlant de plan qui s'adapte, je vais vous mettre un petit extrait d'un de nos entrepreneurs qui s'appelle Ezo, qui est le fondateur de Athenian, qui était avant le fondateur de Sourced,
Et il a dit quelque chose de très intéressant lors de son All Hands avec toute son équipe. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage ça avec vous. There was a lot of things that we took as what we expected we would be doing, or assumptions that we had made that we've already updated since then. And when we don't do these kind of exercises that set our goals and review them on a regular basis, it is very, very easy to take those to not update those assumptions. And not updating those assumptions is what kills you. Et ça, c'est très intéressant. Alors évidemment, c'est à mettre en perspective avec le plan 2021 dont je vous parlais juste avant. Et c'est à mettre en perspective avec toute l'exécution de votre boîte et notamment en temps de crise. C'est important d'avoir une feedback loop et d'avoir une collaboration entre les équipes qui permettent de mettre, non pas à mal, mais de réfléchir au plan plusieurs fois. On a des boîtes chez nous qui ont revu leur plan 3 fois de suite différemment face à la crise parce qu'on avait besoin de venir avec un premier plan, de le travailler, de le discuter, de le challenger, de revenir avec un deuxième, de le rechallenger, etc., de le revenir avec un troisième. C'est comme un peu la recette du gâteau. La première fois, c'est pas bon. La deuxième fois, c'est pas beau. Et la troisième fois, c'est la bonne. Et bien là, c'est un peu la même chose. Votre plan, il doit être challengé en permanence. Et il faut surtout pas oublier ça. Alors, revenons sur les questions des uns et des autres. Vous êtes nombreux. Salut Mehdi, salut Myria, salut Marcellus. Alors, Marcellus, il nous dit « Que penses-tu des headhunters qui travaillent principalement avec des startups? Est-ce qu'ils auront du boulot dans les mois à venir ?» Écoute, Marcellus, c'est une bonne question. Ça, je ne sais pas si les chasseurs de tête vont avoir autant de boulot après la crise qu'avant, parce que effectivement, les talents vont être plus disponibles. Ils vont se pointer sur Welcome to the Jungle, ils vont regarder la page des boîtes et puis ils vont postuler comme des grands. Et donc, il est certain qu'il y aura probablement moins de boulot pour les headhunters. Après, quand tu as un bon headhunters, que tu cherches des C-level, donc des levels de haut calibre, ces gens-là auront toujours du travail parce que c'est eux qui ont le réseau et il faut faire appel à eux. Voilà. Basseli nous demande c'est quoi les prochaines tendances d'investissement que tu perçois avec la crise? Ouh là là, écoute, moi j'adore toujours le consumer mobile et il y aura toujours des boîtes là-dedans. Évidemment, la santé, et notamment d'un point de vue consumer, va y avoir énormément de choses qui vont émerger. Et puis, tous les concepts autour de marketplace local, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Voilà. Alors, que penses-tu de la société Wind? Quels échos en as-tu, nous demande Yann Lobko. Alors, des échos sur la société Wind, j'en ai, des moyens. Après, je ne peux pas me prononcer parce que enfin voilà, c'est pas mon job, mais c'est peut-être l'occasion de faire un petit détour autour de Next 40. Alors, j'avais un mec aujourd'hui, Thomas, un étudiant qui faisait un rapport pour son master et qui me posait des questions. Il me dit alors, qu'est-ce que tu penses du Next 40? Est-ce que c'est important pour mettre les boîtes en avant, etc. Machin. Et ce que je lui disais, c'est que en fait, le Next 40, ça crée que des effets de bord parce que c'est que ça met en avant des boîtes dont certaines se sont battues pour être dans le classement, qui n'ont peut-être pas leur raison d'exister dans le classement et qui en plus vont probablement disparaître du classement dans quelques années, voire dans quelques mois. Et donc, ça la fout un peu mal parce que tu dis ça, c'est les Next 40, c'est les 40 boîtes les plus prometteuses. Mais en fait, dans ces 40 boîtes les plus prometteuses, tu en as peut-être 10 qui sont vraiment très prometteuses et tu en as une petite trentaine qui est là et on ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Est-ce que c'est vraiment des boîtes prometteuses? Est-ce que c'est des boîtes qui sont déjà établies et qu'on a mis là pour faire joli? Ça la fout un peu mal. Donc ça crée énormément d'effets de bord. Au lieu de ça, on aurait peut-être dû créer tout simplement un rapport anonyme avec les chiffres d'affaires, les montants levés, faire des ratios et créer des top 10, 15, 20 par catégorie de boîte et par région, et ça aurait donné quelque chose de un peu plus grand que le Next 40, mais au moins un peu plus exhaustif. Et puis c'est quoi le piège? Je veux dire, on est là, on te balance le Next 40. Après le Next 40, les gens ils gueulent, ils disent ouais, mais moi ma boîte elle est jolie, et puis les régions et tout ça. Alors bam, on te dit attends, je te sors le Next 120. Ok, super. Et après il y a d'autres gens qui gueulent oui, mais moi ma boîte elle n'a pas été sélectionnée. Et on leur dit oui, mais vous comprenez, il y avait des critères très stricts, gna gna gna. Et c'est quoi la suite? Après le Next 40, il y a le Next 120 et ensuite il y a quoi? Il y a le ensuite 500. C'est quoi le truc? Après ensuite 500, il y a le après 1000. On va jamais en sortir de ces histoires de
Oh, j'y arrive plus tellement ça m'énerve. De classement, et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais je l'ai déjà largement écrit dans mon post, voilà, sur lequel Cédric O n'a pas, il n'a pas hésité à me faire un petit retour là-dessus d'ailleurs. Cédric, on te salue. Alors que reprenons. Je m'égare. Voilà. Alors, est-ce que ça rapporte de bosser chez Kima, me demande Viking. Écoute, est-ce que ça rapporte de bosser chez Kima? En tout cas, je suis payé pour mon travail. Et si ça marche très très bien, je serai récompensé. Donc j'espère que ça va beaucoup rapporter. Ça voudra dire qu'on aura fait du bon boulot et qu'on aura aidé plein de boîtes. De LR, pourquoi on devrait toujours gagner quelque chose pour échanger, me demande Kakactos. Je sais pas, j'ai pas la réponse à ta question, Kakactos. Ce qui est sûr, c'est que gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit tu donnes à quelqu'un qui est capable de le recevoir, et donc ça te fait plaisir de voir le bénéfice rendu à quelqu'un, donc c'est pas forcément quelque chose de monétaire ou de matériel. Et après, moi, ce que j'aime, c'est toutes les opportunités amont dont on ne sait pas s'il va y avoir des fruits, mais qui potentiellement, dans le futur, vont générer quelque chose. Il y a un business angel au UK qui s'appelle Shakil Khan. Shakil Khan, par exemple, il a pris sous son aile des gens comme Danny, qui est le nouveau designer de chez Zenly, qui est un garçon incroyable, et il l'a connu très très tôt, et puis il a pris aussi son aile des gens comme Harry Stebbings à Londres, qui est un garçon formidable, qui a fait ce fameux podcast qui s'appelle 20 Minutes VC, qui cartonne. Et Shakil, il a fait confiance, il a cru en ces gens très tôt, et c'est d'ailleurs Shakil qui a été le premier investisseur de Spotify. Eh bien, je suis sûr que Shakil, à côté de ces gens-là, il a aussi donné sa chance à plein d'autres gens qui n'ont jamais réussi, et c'est pas grave. L'important, c'est de savoir saisir des opportunités qui n'ont pas d'impact immédiat, mais qui potentiellement dans le futur donneront quelque chose ou pas, on verra. Il faut être ouvert à faire des erreurs dans les choix qu'on fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Quelles sont tes attentes vis-à-vis de Radio Château? Nous demande quelqu'un d'anonyme. Que cherches-tu à retirer de ton investissement quotidien? Question de quelqu'un qui voudrait sortir de l'anonymat dès que Storm sera disponible sur l'App Store suisse. Écoute, cher anonyme, tu peux très bien mettre ton pseudo entre parenthèses. Comme ça, c'est comme si tu avais l'application, même si tu l'as pas. Et après, mes attentes, j'en ai pas. Je suis plutôt du genre à sentir les choses. Une fois que je les sens, je les fais. Et à mesure que je les fais, je me dis, tiens, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que ça m'apporte? Etc. Là, ce que je peux vous dire, et ce que je disais à Coccinelle juste avant, c'est que je reçois beaucoup de contenu et j'ai beaucoup d'échanges pendant la semaine avec des entrepreneurs du portefeuille et du deal flow. Je pense qu'une partie de ces échanges ont de la valeur pour la communauté, pour les entrepreneurs, pour les startups, pour leurs employés, pour les investisseurs. Et je suis content de le partager et j'espère que c'est utile. Et puis si ce n'est pas utile, j'arrêterai. Et si je n'ai pas le temps, parce qu'à 17h, j'ai plutôt décidé de faire 1 heure de pilates, et puis j'irai faire 1 heure de pilates, et puis on verra. Et puis on fera autre chose. Mais voilà, c'est une initiative, elle est lancée, et 100% des gagnants comme des perdants ont tenté leur chance. Il faut tenter des choses. Donc voilà, en live, on la tente. Oulala, mais qu'est-ce qu'il y a comme remarque? Alors, Kakactos, en revanche, le live de Storm peut être super percutant quand tu lances un produit ou service pour répondre aux questions. Yes, très juste. Kakactos, ça évite les allers-retours inutiles des questions déjà posées, on gagne du temps. Alors oui, c'est vrai, mais à condition que tu arrives à avoir un marqueur. Moi, je pense que la limite aujourd'hui de Storm et de tout podcast, si tu fais le boulot qu'à moitié, c'est-à-dire comme moi, c'est que tu vas publier un contenu sur lequel tu vas pas avoir de marqueur sur tiens, à telle minute on a dit ça, à telle minute on a dit ça, etc. Et donc tu pousses les gens ou tu les invites à tout écouter, alors que les gens, ils n'ont pas envie de tout écouter. Et donc ça, c'est important. Ah, c'est une bonne idée ça. Philippine, elle nous dit il faut faire un live avec Fred Destin. Eh ben, tu sais quoi? Je suis assez d'accord. Je le note là tout de suite et je vais faire un petit email à notre ami Fred pour lui demander de venir faire un live en français avec notre communauté de francophones. En plus, Fred, il est brillant et puis il a plein de choses à dire intéressantes. Ça va être super cool de l'avoir. Serait-il possible de faire 1 seconde de silence pour Théo Bald de Bensman et Sheffing? Ça doit être dur pour lui de ne pas mener ses équipes pendant cette guerre. Gabriel. Je ne sais pas si on a le droit de se moquer.
Honnêtement, cher anonyme, je suis tellement en peine quand j'ai vu cette vidéo. Il y avait un sentiment mitigé chez moi entre oh là là, c'est rigolo et oh là là, quelle angoisse. Et parfois, chez Kima, je vous le cache pas, on reçoit des pitchs et on aurait envie d'appeler les gens et de leur dire écoute, faut vraiment, vraiment, vraiment que je te dise. Je pense qu'il faut que tu fasses autre chose. Je pense que c'est pas une bonne idée. La manière dont tu pitches, même la forme, le fond, l'ensemble, c'est angoissant. T'as envie de les extirper en fait de cette envie d'entreprendre pour les remettre dans une voie qui leur ressemble et qui leur va et grâce à laquelle ils vont réussir. Et c'est très frustrant parce que tu peux pas faire ça. Ça demanderait un effort beaucoup plus important parce que c'est un process de changer de voie et de trouver la voie qui nous ressemble. Mais on a ces moments d'angoisse. Et écoutez, Théobald de Sheffing, sa vidéo, ça m'a donné ce moment d'angoisse. Icarius, est-ce que j'ai une incentive carry sur les prises de participation de Kima? Combien en pourcentage? Alors, je te donnerai pas le pourcentage, Icarius, mais si ça marche, effectivement, je suis récompensé. Salut, on fait des softs de funds admin. Quel sera l'impact du confinement sur les process des VC et GP? Ouh là là, FC Partner, je suis désolé, je ne répondrai pas à cette question. Je vais ennuyer tout le monde. Ouïe, 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 ouïe. Et puis en plus, j'en ai aucune idée. Nous, on n'a qu'un seul LP investisseur dans notre fonds, c'est Xavier Niel. Et donc, on n'est pas impacté par ce genre de sujet. Et en plus, Alexis, chez nous, il a développé notre propre outil de compta interne. Et du coup, les outils comme ça, ça nous dit rien du tout. Je suis vraiment désolé. Alors, il y a plein de questions. Je ne sais pas par où je vais continuer, mais j'ai reçu une question par mail aujourd'hui. Quelqu'un qui me demande, au sujet des CFO, quand conseilles-tu aux startups early stage d'embaucher un opérationnel en finance? Et est-ce que tu penses que, vu la situation, c'est un profil dont les boîtes ont besoin ou bien doivent-ils s'alléger de ce type de profil? C'est Julien qui demandait ça. Et je trouve que cette question, elle est hyper intéressante parce qu'en fait, elle soulève une problématique encore plus importante qui est celle de la finance et des chiffres dans les boîtes. Dans une boîte, il y a deux choses instrumentales, fondamentales, critiques que les entrepreneurs, je trouve, ne maîtrisent pas assez et sur lesquelles ils ne bossent pas. C'est les deux primitives de l'entrepreneuriat. C'est la data et les people. Pourquoi? Parce que les people, c'est quelque chose d'invariable. Les gens, ils ne changent pas. Donc ça, c'est la simplicité du modèle, c'est que les gens ne changent pas, ils seront toujours les mêmes, même s'ils progressent, mais en tout cas, dans leurs fondamentaux, ils ne changent pas. Ils sont invariables. En revanche, ils sont complexes. Et donc, la complexité des gens dans une boîte, ça requiert de mettre des process d'organisation. C'est pour ça qu'on a des process d'interview qui sont bien structurés. Et c'est pour ça aussi que je vous invite d'ailleurs à regarder et à lire plutôt le bouquin qui s'appelle Who, The Hay Method for Hiring, qui est sur le recrutement. C'est essentiel. C'est pour ça qu'on met en place des OKR, Objectives and Key Results, pour pouvoir gérer les gens. C'est pour ça qu'on a des process dans les boîtes. C'est pour gérer la complexité des gens et encore plus à mesure que la boîte, elle grandit. Et donc ça demande un travail permanent. Vous ne devez jamais, jamais, jamais vous arrêter sur votre apprentissage de la manière dont on gère ses équipes, dont on gère les gens. On en apprend tous les jours. C'est complexe et c'est invariable. Et puis la deuxième chose, et ça me frustre beaucoup quand je rencontre des entrepreneurs et que malheureusement ils n'ont pas les réponses adéquates, c'est la data. Et la data, pour le coup, elle est variable, donc elle évolue beaucoup, elle est très tout le temps en mouvement. En revanche, c'est simple, c'est cartésien. Alors oui, ça peut être complexe dans le sens où vous avez énormément de data parfois et qu'il faut arriver à donner du sens à cette information, mais cette information, elle est là. Vous pouvez la capter, vous pouvez la trier, vous pouvez la lire, vous pouvez l'analyser. Vous n'avez aucune excuse de ne pas le faire. Et donc, ce qu'on conseille aux entrepreneurs, au-delà d'embaucher un CFO et au-delà de faire ce travail d'analyse de la data, de business plan, etc., c'est d'apprendre à maîtriser cette data-là et c'est essentiel. Et oui, très tôt, il faut embaucher un CFO. Ça peut être des CFO part-time, type Benjamin Bitton, type Benjamin Larère, tiens voilà, on donne deux Benjamins, bim, vous en avez deux pour le prix d'un, c'est sympa, chez ACL Audit, et vous avez des gens comme ça, vous pouvez faire appel à eux, ils viennent chez vous, ils vous mettent en place un modèle financier, ça vous permet de traquer votre business plan, votre budget, et puis à mesure que vous grandissez avec votre boîte,
un, vous avez appris à maîtriser votre budget, et deux, vous êtes en mesure d'embaucher un CFO. Donc oui, 1000 fois, les entrepreneurs doivent s'engager sur la maîtrise de la data et sur la maîtrise de leur budget. C'est essentiel. Alors après, à quel stade on embauche un opérationnel en finance? Écoutez, dès lors qu'on est à partir de 30, 40, 50, on peut commencer à avoir des outils comme ça. Vous pouvez très bien commencer avec quelqu'un en part-time ou un cabinet. C'est une chose à faire. Donc people et data, c'est deux primitives essentielles dans les boîtes et qu'il faut que les gens prennent très 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 au sérieux. Alors, je vais faire quelque chose de totalement habituel, mais incorrect. Reprendre les questions par le bas et remonter doucement. Et je redescendrai plus tard. Il y a Cacactoès qui est un peu inquiet, qui se demande où est passé Coccinelle. Du coup, Coccinelle, si tu es là, s'il te plaît, fais un message à Cacactoès. Cacactoès s'inquiète beaucoup. Tu vas quand même pas lui foirer son lundi de Pâques. C'est pas sympa. Alors, anonyme. Enfin, quelqu'un d'anonyme. Le pseudo, c'est tasse de thé bien chaude. Hello de LR, faut-il bien bosser le planning de réalisation du produit dans un business plan? Alors, le planning de réalisation du produit dans un business plan, tu veux dire les équipes techniques et produits que tu vas mettre? Non. Alors, généralement, tes équipes produits techniques, tu as une idée un peu de la taille que ça doit avoir par rapport au cash que tu as en banque et par rapport à la taille de ton chiffre d'affaires au global. Donc, c'est un peu comme un budget R&D, quoi. Est-ce que c'est 10, 20, 30, 50% de ta masse à un instant T? C'est plutôt une structure de coût fixe dont tu vas essayer de maximiser l'efficience pour shipper, pour délivrer de la features, des fonctionnalités le plus vite possible. Et donc, cher anonyme, enfin tasse de thé bien chaude, demande, j'ai entendu que c'était important d'une part et presque inutile de l'autre d'avoir un planning de réalisation du produit. Car ce qui compte, c'est le problème, pas la solution. Alors attends, juste que les choses soient claires. Tu as un problème. Tu vas essayer d'aller résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, tu vas aller shipper des fonctionnalités, tu vas aller délivrer des fonctionnalités pour tester ton marché, pour délivrer les fonctionnalités qui permettent à tes opérations d'être plus efficaces. Ça, tu as évidemment une roadmap produit qui traîne quelque part. Tu fais pas ça au doigt mouillé le matin quand tu te lèves avec ton café, quoi. Donc, il faut bien, à un moment donné, avoir un planning de réalisation du produit. On fonctionne tous avec des deadlines, on fonctionne tous avec des objectifs. Il n'y a pas de raison que les deadlines et les objectifs ne soient pas aussi sur le produit. Ça n'a aucun sens. Bien. Ekal. Alors, Ekal nous dit bonne question sur Stuart, mais du coup, il faut que je relise la question sur Stuart. Pierco nous demande est-ce que tu penses que Stuart a été une bonne acquisition pour la Poste? Je ne sais pas si ça a été une bonne acquisition pour la Poste et est-ce que la Poste, en tant que logisticien, a besoin d'être aussi le logisticien dernier kilomètre de la ville. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Et Stuart, en termes de produits, de techniques, d'opérations, c'était quand même rondement mené. Est-ce que c'était rentable? Non. Est-ce que c'était bien exécuté? Oui. Donc, est-ce que c'est une acquisition intéressante? C'est certain. 2LR, peut-on faire la minute de silence encore? Il y a quelqu'un qui veut encore faire une minute de silence pour Sheffing et Théobald de Bensman. C'est pas sympa ça, dis donc. Qui doivent douiller pour leur guerre pour ubériser les traiteurs d'entreprise. Nico, vous êtes vraiment pas sympa, dis donc. Le pauvre Théobald. Cacactoès, où trouves-tu la force de répondre à des questions comme ça? Alors, je ne sais plus à quelle question tu fais allusion, Cacactoès. Je t'avoue que les questions, on y répond vite, on les oublie vite. En fait, les questions, les startups, les bonnes blagues, tout ça, c'est pareil. Hein. On en connaît plein, mais on s'en souvient jamais. C'est quoi les topics adressés par les boîtes qui se créent, qui vous intéressent chez Kima en ce moment? Écoute, pas grand-chose en ce moment nous intéresse chez Kima. On a été très 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 concentrés pour closer la quinzaine de deals qui étaient en closing chez nous les dernières semaines. Et il faut déjà qu'on traite ce backlog. Après, on reçoit des pitchs, on les regarde, on y répond, mais je t'avoue que le deal flow est beaucoup moins chargé qu'il y a quelques semaines pré-Covid. Et si tu es entrepreneur, que tu veux lever de l'argent, si tu as le temps d'attendre, généralement, tu fais pas l'erreur de contacter les investisseurs maintenant. C'est pas une bonne idée. C'est pas maintenant que tu vas maximiser le potentiel de ta levée de fonds.
2LR, pour les boîtes app consumer, est-ce qu'ils ont contacté des influenceurs, youtubeurs, nous demande Thibaut. Écoute Thibaut, ouais, les app consumer dans notre portefeuille, elles ont contacté des influenceurs pour essayer de faire de la pub. Ça donne des pics d'acquisition, mais c'est très mauvais en rétention. Quand tu es une belle boîte consumer, généralement t'évites en fait influenceurs, youtubeurs, parce que c'est pas ça qui marche, c'est pas durable, c'est juste bon pour avoir un pic d'activité sur une période donnée. Mais je t'avoue que les résultats ont toujours été très décevants et je pense notamment à Zenly. À l'époque, c'est pas ce qui a marché le mieux, au contraire même. Et on a souvent été déçus. On a recommencé, hein, mais ça prenait pas. C'est assez frustrant, j'avoue. Hello Jean, alors ce papier sur ta philosophie de coaching, est-ce que c'est terminé ou non, nous demande Arthur chez Lucide. Écoute, ouais, j'ai terminé mon coaching philosophie paper ce matin, que j'ai envoyé aux personnes de mon groupe qui doivent le lire. C'est un papier qui va forcément être mis à jour, évoluer, changer à mesure que je coach les entrepreneurs. Mais c'est une très bonne base de départ qui me permet d'avoir des fondations solides, j'espère, pour faire ça correctement. Et bah, de toute manière, on va voir. Hein, il faut, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. 2LR, Gérald nous demande si on a des boîtes qui utilisent ou proposent des produits no-code. Que penses-tu de cette tendance? Alors, pour la tendance no-code, moi je propose qu'on fasse un live avec notre ami Alexis Robert chez Kima, qui lui connaît bien le sujet, a des idées très claires sur le sujet, qui sont très intéressantes, que je serais incapable de vous donner aujourd'hui. Parce que c'est loin de mon champ de compétences et donc je vais être tout sauf intelligible. Mais c'est un sujet intéressant. On va demander à Alexis quand on va la voir sur le live. Faut que je m'organise avec lui. Peut-être la semaine prochaine. C'est l'occasion de faire un live spécial geekos, techos et puis les tendances qui l'intéressent. Voilà. Alors, quelqu'un d'anonyme nous demande, j'ai confondé une startup, j'ai levé un angel round, mais on va pas tenir jusqu'à fin 2021. Doit-on repartir en levée? Ouh là là, elle est difficile cette question, mais elle est très intéressante. Alors d'abord, tu ne vas pas tenir jusqu'à fin 2021, d'accord, mais est-ce que tu tiens jusqu'à août 2020, jusqu'à fin 2020, jusqu'à mi-2021? Il faut que tu regardes un peu quel est ton horizon. Si tu as leveragé un peu l'argent public, parce qu'il ne faut pas cracher dessus, pour rajouter un peu de runway, quelques mois supplémentaires. Et puis après, la question qu'on a, la question qui revient toujours avec les entrepreneurs qui lèvent de l'argent, c'est pourquoi est-ce qu'on lève de l'argent? Et on lève pas de l'argent, on lève de l'argent en conséquence de quelque chose. Soit parce que tu as bâti une équipe solide, soit parce que tu as trouvé le product market fit, soit parce que tu bâtis ton produit, soit parce que tu es en pleine phase de traction ou d'accélération, soit parce que tu es en pleine phase de traction. Il y a toujours une raison pour laquelle on lève de l'argent. Et la question, c'est, tu as levé de l'argent avec tes business angels sur une base. Quel est le prochain milestone qu'il faut que tu atteignes pour lever ton prochain tour de financement? Et la question sur ce milestone, c'est est-ce que tu peux y arriver avec l'argent que tu as en ce moment, tout en te donnant 6 à 9 mois de buffer, donc de temps pour soit te rendre compte que finalement ce milestone c'est pas le bon, il faut que tu partes sur un nouveau milestone, soit pour te laisser le temps entre la sortie de ce milestone et ta levée de fonds, closer ça dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment un équilibre entre où tu es, où tu vas, et il faut vraiment de la clarté sur où tu vas et ta position de cash pour réaliser tout ça. Voilà. J'ai commencé ton livre hier, nous dit Jason, et je trouve l'intro vraiment percutante. Écoute, c'est sympa, j'espère que le reste va te plaire aussi. Sinon, on est mal. Hello 2LR, que penses-tu de la question des masques pour tous pour la reprise? J'ai lancé une fabrique en Afrique, faut-il vendre aux boîtes ou au public? Alors moi déjà, je ne me prononce pas sur les sujets business liés au Covid. C'est pas mon métier, ça m'intéresse pas. Je trouve ça très difficile d'un point de vue déontologique de répondre à ces questions-là. Donc je préfère pas me prononcer. Et après sur la question des masques pour tous pour la reprise, c'est pas moi qui sais, j'ai pas d'avis, c'est les professionnels qui savent. La seule chose qui est certaine, et ça je pense qu'on en est tous conscients, c'est que quand on voit la manière dont ça se déroule par exemple en Allemagne, on est un peu dégoûté en France de ne pas avoir suffisamment de masques, suffisamment de tests et de ne pas être assez équipé pour pouvoir permettre aux gens de reprendre de manière graduelle une vie normale. Je trouve ça assez affolant. Et d'ailleurs, sur l'application qu'ils sont en train de développer, où on va pouvoir vous prévenir si vous avez été à côté de quelqu'un qui a été malade grâce au Bluetooth,
C'est un espèce d'entre-deux, cul entre deux chaises, je voulais pas te faire de GPS, de flicage trop intense, et en même temps je voulais pas te fournir zéro solution, du coup je vais te fournir une solution de merde. Bah, ok, merci les gars, sympa. Donc du coup ça dépend du téléphone, ça dépend du Bluetooth, ça dépend si tu veux pas. Bon bah dans ces cas-là, fallait pas sortir votre solution, elle sert à rien, vous êtes gentils les mecs, à un moment donné, si vous voulez que les gens ils sortent de chez eux et qu'on sorte de la crise, va falloir mettre un petit peu de contraintes aux gens. Déjà que tu es contraint d'être confiné, tu sais, une contrainte de plus, une contrainte de moins, les gens ils verront pas la différence. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller bosser et reprendre le cours de leur vie. C'est affreux pour les gens qui sont dans des petits appartements, qui sont victimes de violences conjugales, de ceux qui ont plus de boulot, de ceux qui dépriment. Je veux dire, la contrainte, elle sert à permettre à ces gens-là de retrouver un semblant de vie normale. Et je comprends pas qu'on fournisse une application basée sur le Bluetooth, faite avec les pieds à moitié. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça m'énerve. Alors, on va parler de choses qui ne m'énervent pas. On pourrait parler de chocolat, par exemple, mais on va faire ça dans quelques minutes. Alors, comment les recruteurs de sales et de dev peuvent s'adapter au marché des startups après le déconfinement ? J'ai pas la réponse, Marcellus. Je mets un gros joker sur la question. Je ne sais pas. Bonjour Jean, quels sont tes points de vue sur la prochaine marketplace B2B ? La prochaine marketplace B2B, c'est une bonne question. Écoute, il y a la place partout pour les marketplaces B2B. La seule difficulté sur les marketplaces au sens large du terme, c'est que tu as de la supply d'un côté, des fournisseurs, et de la demande de l'autre, et que tu ne peux pas gérer une marketplace facilement ou scaler avec une taille importante une marketplace si tu as de la complexité des deux côtés. Et donc, il faut créer une simplicité, soit au niveau de la demande, soit au niveau des fournisseurs. Au niveau de la demande, ça peut être dans la récurrence de l'usage. Plus tu as de récurrence de l'usage et moins tu as de complexité. Le meilleur exemple, c'est Uber, par exemple. Et chez les fournisseurs, ça va être la manière dont tu leur permets de rendre leur service, tout simplement. Mais donc, j'ai pas d'exemple en tête comme ça. Mais quand je vois la manière dont des boîtes comme Clickit fournissent des acteurs locaux, des boutiques locales pour faire du takeaway, je trouve ça assez bien foutu. Ça simplifie beaucoup leur quotidien. Et donc, ils ont vraiment simplifié du côté supply. Et quand vous faites une bonne marketplace B2B, si vous avez deux complexités à gérer d'un côté et de l'autre, c'est très difficile de le faire. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la marketplace, quel que soit le sujet, il faut trouver un moyen de simplifier à l'extrême une des deux extrémités de la marketplace pour après pouvoir se concentrer sur l'autre. Mais aller chasser, comme d'habitude, deux lièvres à la fois, c'est très difficile, à moins d'avoir une capacité, comme tout bon Walking Dead, de se couper en deux et d'avoir une jambe qui part d'un côté et une jambe qui part dans l'autre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça devient des Walking Dead, les boîtes qui font deux choses à la fois. Alors, c'était pas une belle image, ça, dis donc. Comment développer une boîte avec BFR négatif en temps de levée de fonds restreinte ? Alors, non, tu parles de BFR positif. BFR positif, c'est quand tu dois avancer l'argent. Donc ça, c'est problématique. BFR négatif, c'est quand en fait l'argent est sur ton compte et que tu vas le donner plus tard. Donc des boîtes comme Smartbox, comme Wonderbox, qui font des coffrets cadeaux, par exemple, c'est des boîtes à BFR négatif qui ont toujours un trésor de guerre qui leur permet de continuer d'investir avec évidemment parcimonie et responsabilité dans la croissance jusqu'à ce que les coffrets cadeaux soient utilisés par les gens qui les ont achetés puis offerts par les gens qui les détiennent. Et bah, si tu es en BFR positif, je t'avoue que ça la fout très mal. J'ai pas la réponse. C'est un peu un joker sur comment lever de l'argent quand tu es en BFR positif. Alors que c'est difficile de lever de l'argent. D'ailleurs, le BFR, juste pour info, hein, c'est pas un truc qui est financé par les investisseurs. C'est pas le rôle d'un business angel ou d'un VC de financer le BFR d'une boîte. C'est vraiment le rôle de la banque, du factor, de boîtes comme FinexCap. Ça fait partie des opérations courantes, quoi. Si vous avez besoin de lever du capital pour financer votre BFR, c'est que votre business il n'est pas assez gros et donc que les banques ne veulent pas financer. C'est peut-être une raison et donc il faut amorcer le BFR, mais les investisseurs ne peuvent pas financer tout le BFR parce que l'argent il n'est pas mis au travail et l'argent qui n'est pas mis au travail il ne crée pas de valeur. Il faut que vous débrouillez absolument pour trouver des moyens de financer votre BFR au-delà qu'avec le capital levé par les investisseurs.
Alors, Cacactoès me dit, comme tu es nanti, je suis sûr que tu as une femme à plein temps pour t'occuper de tes enfants. Alors j'ai une femme et qui passe beaucoup de temps avec les enfants, notamment pendant ses lives. Je ne sais pas comment je pourrais faire des caplas d'un côté et répondre à vos questions de l'autre. Mais si vous avez des idées, évidemment, je suis preneur. Clément, comment tu gères les boîtes du portefeuille Kima qui étaient là avant toi? Ouh, question piège. Donc les boîtes qui étaient là avant moi, il y en avait 350, celles dans lesquelles Jérémy avait investi. Il y en a qui sont sorties, il y en a qui ont disparu. Sur celles qui continuent d'exister, il y a toutes celles qui sont à l'étranger, qui nous demandent peu de temps et d'énergie, et finalement même de bande passante, de conseils. Et sur les autres, on se rend disponible en fonction de leurs besoins. Et je vous avoue qu'il n'y en a pas trop. Mais dès qu'elle nous contacte pour quelque chose, bah, on essaie d'être là. De toute manière, c'est moi, mon job, c'est pas de m'occuper de mon portefeuille, c'est de m'occuper de Kima au sens large. Et demain, si je partais de Kima, quelqu'un reviendrait et prendre ma place et devrait s'occuper de toutes les boîtes de Kima. Voilà. Alors, redescendons un petit peu sur vos questions. Nananana. Alors, 2LR, qui est la personne la plus timbrée dans le monde des startups en France? Ou c'est une question compliquée, là, cher Anonyme. Je t'avoue que je ne sais pas, parce qu'il y a les timbrés dont tu n'as pas envie de parler parce qu'ils ne méritent pas qu'on parle d'eux. Et puis, tu as les timbrés parce que ils ont créé des choses extraordinaires. Écoute, c'est difficile de répondre à ta question. Il y a beaucoup de jokers aujourd'hui. C'est peut-être parce que je suis fatigué, peut-être parce que c'est Pâques, ou parce que j'ai pas choisi les bonnes questions aujourd'hui. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà. Comment vas-tu la reprise du marché du tourisme? Oi. Est-ce que de nouveaux acteurs pourraient tirer profit de cette reprise? Écoute, le marché du tourisme, il va prendre du temps à redémarrer parce que, comme toujours, le marché du tourisme, c'est un marché de loisirs. Loisirs, ça veut dire des dépenses sur lesquelles tu as fait pour lesquelles tu as mis l'argent de côté, hein, normalement. Et donc, il va falloir d'abord que les gens prennent leur rythme de vie normal de nouveau et après, ils vont dépenser en tourisme. Et donc, ça va prendre un peu de temps à redémarrer, notamment de la part des Américains, des étrangers qui viennent en France. Je peux vous dire que le post-2001, ça a été un carnage en France. Il n'y a pas de raison que le post-Covid ne soit pas un carnage aussi, parce que les mecs, ils vont pas prendre un avion du jour au lendemain pour débarquer, faire une petite visite de Paris, de la Tour Eiffel ou du Louvre. Voilà. Alors, les fondateurs sont-ils moins payés que certains employés stratégiques, nous demande Bastien. Oui, c'est le cas. Écoute, Bastien, il y a des employés stratégiques qui viennent de grosses boîtes, qui avaient des salaires. Si tu veux les attirer, il faut que tu sois capable de les payer. Et ils sont parfois mieux payés que les fondateurs. Et c'est OK. Et les salaires, ils s'envolent en fait à partir du moment où tu as atteint une taille critique, où en fait d'abord le delta de ton salaire sur la masse salariale est finalement marginal. Et donc ça n'a pas beaucoup d'importance que tu sois payé 10, 20, 30, 40, 50 000 euros de plus par an. Donc c'est à ce moment-là que ça commence à s'envoler. Et puis voilà, c'est simple, c'est une question de maturité, quoi. Plus les boîtes deviennent matures dans leur taille, et plus les entrepreneurs sont bien payés. Robocock nous demande une opinion sur JP Bullhand. Alors, je ne connais pas bien JP Bullhand. On n'a pas fait d'opération ensemble. Je ne sais pas ce que ça vaut. Toujours est-il que, quelle que soit la boîte de M&A ou de levée de fonds à laquelle vous bossez, le meilleur moyen de se faire une opinion, c'est tout simplement de faire des due deals. Vous appelez les boîtes avec lesquelles ils ont bossé, leurs références, et vous voyez ce qu'ils en disent. Et vous allez forcément avoir des avis qui sont honnêtes, parce que comme c'est pas leur VC, c'est pas des gens avec qui ils sont maqués pendant 10 ans, ils n'auront aucun mal à vous dire exactement s'ils sont contents ou pas contents du travail qui a été fait. Et surtout, demandez-leur pourquoi, parce que c'est souvent le pourquoi des questions qu'on pose et les réponses à ces pourquoi qui sont intéressantes. Voilà, Coccinelle nous fait une brioche. Écoute, c'est sympa, Coccinelle. On t'envoie toute notre adresse. On te laisse nous envoyer une petite part de brioche en colissimo d'ici demain. Et on prendra tous des selfies avec ta brioche et on mettra tout ça sur Storm. Alors, voyons voir. Il y avait une dernière petite question ici qui avait marqué philosophale. Alors, peux-tu partager les grandes pierres philosophales que tu as posées dans ton doc de coaching
Qui sont les fondateurs sur lesquels tu comptes t'appuyer? Ah, ça c'est intéressant comme question. Alors, ce que je dis sur ma philosophie de coaching, c'est que moi, mon job en tant qu'investisseur, je ne suis pas un opérationnel. Je ne sais pas exécuter, je n'ai pas de fonction opérationnelle, ce n'est pas mon job. Mon job, il est plutôt autour de l'articulation de la vision des entrepreneurs. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'aider à élever leur conscience pour avoir une clarté de vision beaucoup plus large et beaucoup plus haute et qui soit surtout bien alignée avec l'exécution. Et le moyen qu'on utilise pour faire ça, c'est d'abord, il faut comprendre le purpose, les valeurs de l'entrepreneur, il faut investiguer là-dessus, comprendre les raisons sous-jacentes de pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire. Et il y a souvent des raisons qui sont liées à la jeunesse, au parcours des entrepreneurs, et c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on arrive à connecter quelqu'un avec ce qu'il est en train de faire. Et pour eux, c'est très intéressant. Une fois qu'on a ça, il faut aussi qu'on comprenne leur perception des éléments extérieurs. Souvent, les entrepreneurs, ils ont une perception des éléments extérieurs qui est singulière, mais qui peut être partielle. Et donc, mon job, c'est de les aider à y voir clair sur ces éléments extérieurs en posant les bonnes questions, de façon à avoir une perspective complète et qui leur permette d'affiner cette vision du monde extérieur. Et souvent, ça révèle des réalités qui sont encore inexplorées, mais qui pourtant sont justes. Et c'est ça qui fait les plus belles boîtes. C'est des boîtes qui brillent par leur justesse et leur singularité. Et puis, une fois qu'on a fait ça, donc les motivations, ou plutôt l'interne et l'externe, donc les internalités et les externalités, c'est comment est-ce qu'on arrive à combiner ça dans un alignement correct entre la vision, donc ce que je pense, ce que je vois à l'horizon lointain, et pourquoi et comment, enfin quelque chose d'un peu profond, la stratégie sur comment je vais y aller, le plan sur les actions concrètes, et l'exécution, c'est comment est-ce qu'on met en pratique ces actions, est-ce qu'elles sont bien mises en pratique. Et donc, pour ça, c'est ça le job du coach, de l'investisseur ou des gens qui vous accompagnent. Comme je vous le disais lors d'un épisode précédent, il y a 3 types d'accompagnement. Il y a le conseil, il y a le mentorat et il y a le coaching. Le conseil, c'est je sais ce que tu dois faire, je te donne la recette, tu l'appliques à la lettre. Le mentorat, c'est... j'ai eu une expérience similaire à la tienne, ou qui peut te donner de la perspective, ou qui peut permettre de te réfléchir à la situation dans laquelle tu es. Je te la transmets de façon à ce que tu puisses réfléchir dessus et agir en conséquence. Le coaching, c'est je te pose les questions, les bonnes questions, qui te permettent de trouver les réponses, probablement parfois à des questions auxquelles tu t'es pas posé, et qui te permettront d'y voir clair. Et donc, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à avoir cette combinaison des gens qui leur donnent des conseils, des gens qui leur parlent de leur expérience et des coachs. Et souvent, on rencontre des gens qui nous donnent du conseil, on rencontre des gens qui ont eu des expériences qui peuvent nous être utiles, mais on rencontre peu de gens qui passent du temps avec nous pour nous poser les bonnes questions, pour nous aider à avancer. Et moi, mon rôle en tant qu'investisseur coach, c'est de faire ça. Donc, c'est de donner du sens à ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et donc comprendre ça un peu plus en profondeur, révéler la singularité que tu as du monde avec une perspective qui est juste, et ça c'est important, la justesse de la perspective. Si tu as une vue singulière du monde mais qu'elle est complètement déconnectée, tu ne feras rien. Et ensuite trouver un chemin adéquat de synchronisation entre la vision et l'exécution. Voilà. Et puis après, quand tu es coach, il y a tout un système de valeurs, de déontologie que tu dois mettre en place pour pouvoir faire le job correctement. Et puis comme toujours, il faut de la pratique, il faut mettre en place sa practice, ça met du temps, il faut faire ça à petits pas, donc tu pars avec des bases, puis à mesure que tu avances, que tu coaches des gens, tu adaptes ta practice. Voilà. Donc moi, quand j'accompagne des entrepreneurs aujourd'hui, je fais ça en trois étapes un peu. Donc il y a un sujet de ce qu'on appelle de réflexion. Je vais leur donner du contenu qui va leur permettre de comprendre l'approche du coaching, mais l'approche aussi de gens qui ont compris des choses sur leur vision, sur leur exécution, et donc ça crée des modèles ou des métaphores, des exemples, et ça permet de créer des référentiels. Les gens qui n'ont pas de référentiel, ils ont du mal à évoluer, donc on crée des référentiels grâce à cette réflexion. Ensuite, tout simplement du guidage, t'imagines un point fixe
au milieu du brouillard. Et en fait, l'entrepreneur, il doit trouver sa voie. Et toi, ton job en tant que coach, c'est lui poser les bonnes questions et l'accompagner pour trouver sa voie. Et puis, trouver sa voie, c'est bien, mais on peut en fait digresser et aller très, 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 très loin dans la vision. Mais à un moment donné, la vision, elle n'a de valeur que si elle se réalise en partie, si elle se matérialise. Et donc, il y a tout un sujet de monitoring. Et donc, tu n'emmènes pas un entrepreneur plus loin dans sa vision tant que la partie exécution ou ancrage de la vision initiale sont pas bien posées. Donc, c'est important. Voilà. Et après, comment tu fais ça la première session, c'est une session qui vise à analyser la situation et les motivations de l'entrepreneur. Pourquoi tu es là, comment tu es positionné par rapport à tes proches, par rapport à tes employés, par rapport à tes autres potes entrepreneurs, par rapport au marché. Voilà. Pourquoi tu penses que c'est le bon moment même pour affiner ta vision, pour être coaché. C'est important aussi que les gens soient volontaires dans cette démarche. Et puis, qu'est-ce que tu penses que ça va t'aider à réussir à exécuter que de te faire coacher. Il faut que les gens ils prennent aussi conscience de pourquoi ils font ça. Voilà. Et puis après, dans une deuxième session, ensuite, tu regardes ce que tu as envie d'accomplir avec ces sessions. Pourquoi tu penses que c'est important d'accomplir ces choses-là. Et ensuite, comment ça s'inscrit dans une perspective qui est long terme. Parce que le coaching, c'est quand même la base du coaching, c'est de travailler des fondations, de travailler des choses qui ont une perspective long terme. C'est pas des patchs, c'est pas un pansement qu'on met quand tu t'es fait un bobo et puis après le bobo il part et c'est fini. Hein. Le coaching, ça s'apparente beaucoup plus à de la thérapie qu'à du conseil ou à de l'apprentissage. Voilà. Donc, c'était une longue digression sur cette histoire de coaching. Je vais répondre à la question de M. Gasly sur le nombre de boards dans lequel je suis. Eh bien, je suis dans une dizaine de boards aujourd'hui et c'est à peu près le maximum. Hein. Être dans plus de boards, ça devient après problématique parce que tu n'as pas le temps de passer assez de temps avec les entrepreneurs quand ils en ont besoin. Et donc, ça crée de vraies complexités. Voilà. Alors, écoutez les amis, ça fait quand même 1h08. Ça fait 1h08 qu'on est ensemble. C'est pas mal. Coccinelle a fait une brioche. Certains d'entre vous ont peut-être mis leurs écouteurs dans les oreilles mais cachant des œufs chez eux pour que les enfants les trouvent. Nous, on a fait ça hier. Voilà. Ce soir, le président va s'adresser à la nation. On se doute que ce qu'il a à nous dire va pas être très réjouissant. Et en même temps, ça fait déjà presque un mois qu'on est là. Alors évidemment, notre ami Manu, il peut te forcer à rester chez toi. C'est son droit. Mais il y a une chose qu'il ne pourra pas t'empêcher de faire. Il ne pourra pas t'empêcher de manger du chocolat. À bientôt tout le monde. Joyeux Pâques.